Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas Darros et vous regardez le premier épisode. La chronique qui va vous parler de séries télé en vous parlant de son premier épisode. Le but est très simple. Je vais vous parler en fait de pilotes de série, donc de premier épisode, en les décortiquant de bout en bout, ce qui va vous permettre, vous, de découvrir peut-être des séries que vous ne connaissez pas et vous donner envie de les regarder. Il y a aussi l'idée de vous faire découvrir une passion des séries télé, une passion dite sérielle, comme les gens peuvent avoir une passion pour le cinéma, pour la littérature, pour la musique, pour la pêche à la ligne ou tout ce que vous voulez. Et vu que j'adore les séries télé, je me suis dit que je pouvais apporter un peu de mon savoir sur ce médium, déjà parce que savoir un truc tout seul et ne pas le partager avec des gens, c'est pas forcément intéressant, diffuser de la culture sur internet, c'est vachement cool, et surtout que si jamais le monde des séries vous intéresse et que vous ne savez pas par où commencer, cette chronique peut vous aider. Et pour ce premier épisode du premier épisode, je vais vous parler d'une série créée par le frère du réalisateur des films comme Dunkerque, comme Inception, la trilogie Batman ou encore Memento. Du coup, ce n'est pas de Christopher Nolan dont il sera question ici, mais de son frère Jonathan Nolan pour la série Person of Interest. Alors avant de vous parler de son premier épisode, je vais d'abord vous parler de la série et de son synopsis. Person of Interest est une série créée par Jonathan Nolan qui raconte l'histoire de John Reese, ex-agent de la CIA qui travaille maintenant pour Harold Finch. Ensemble, ils doivent empêcher des crimes dits non pertinents de se produire grâce à une liste d'individus qui seront mêlés plus ou moins à des situations dangereuses, sachant que ces individus peuvent être autant des coupables que des victimes. Ils seront aidés par un flic corrompu, Lionel Fusco, et traqués par une policière, Joss Carter, ainsi que par des organisations criminelles qui ne voient pas l'arrivée du justicier en costume d'un bon œil. Son premier épisode dure une quarantaine de minutes et a été diffusé en France à partir du 6 mars 2013 sur la chaîne TF1 et aux États-Unis à partir du 22 septembre 2011 sur CBS avec une audience de 13,33 millions de téléspectateurs. Ce premier épisode commence avec John Reese en compagnie d'une femme, dans un lit où tout a l'air de bien se passer, si vous voyez ce que je veux dire, sauf que c'était un flashback. En réalité, il se trouve dans un métro et est visiblement sans domicile fixe. Et comme ce n'est pas assez compliqué d'être SDF, un groupe de jeunes idiots vont l'emmerder, mais il ne va pas se laisser faire. Tout ça a été filmé par la caméra de sécurité du métro, et ils se font tous arrêter, car ce n'est pas bien de causer des ennuis dans un lieu public. Au commissariat, Joss Carter interroge John Reese et arrive à récupérer ses empreintes avec un stratagème des plus édifiants. Alors il est peut-être fort en combat, mais il est un peu con sinon, parce que si une policière prend un verre, comme ça, ce n'est pas pour faire la vaisselle. Surtout s'il est en plastique. Et oui, c'est un verre à la Reine des Neiges, mais j'avais que ça. Son avocat, saisissez bien les guillemets que je fais avec mes doigts. Son avocat vient le chercher et l'amène voir quelqu'un de très mystérieux. Il s'agit d'Harold Finch, un milliardaire qui souhaite l'embaucher pour un travail un peu spécial. Un peu comme tes youtubeurs favoris qui font des vidéos un peu spéciales, sauf que là en fait t'as une liste de gens à sauver et que si t'y arrives pas c'est que tu t'es fait tuer entre temps. Un peu spécial. Harold fait un speech comme quoi les êtres humains sont en danger, qu'à New York quelqu'un meurt toutes les 18 heures à cause de crimes prémédités et qu'il faut empêcher ça en lui montrant la prochaine potentielle victime de la liste. Ce sont pour la plupart des gens tout à fait ordinaires. Comme elle. Merci. Elle s'appelle Diane Hansen. Et cette semaine, elle est en tête de ma liste. Je ne sais pas ce qui va se passer et quel rôle elle va jouer exactement. Elle peut tout aussi bien être la victime que l'auteur du crime. Ce qui est certain, c'est qu'elle est impliquée. J'ai besoin de vous pour enquêter sur ce qui risque de se produire et faire en sorte que ça n'arrive pas. Qu'est-ce que vous en dites ? J'en dis qu'elle est fausse sa barbe. Parce que ça, c'est une fausse barbe. Ça, là, ce truc-là, là, c'est une vraie barbe d'homme, ça. Je me suis fait mal, par contre. Reese décide de refuser l'offre d'emploi car il pense qu'Harold n'est qu'un pervers et qu'il ne veut pas se mêler de ça. Il rentre alors chez lui, se rase sa fausse barbe et se coupe les cheveux, puis se met à boire dans son lit devant la télé et s'endort pour se réveiller dans un autre lit en étant attaché. Ah, l'alcool. T'avais juste ça. Déjà, c'est pas beaucoup. Il reçoit un coup de fil d'Harold, puis entend des cris et une bagarre. Il arrive à se détacher pour tenter de sauver la personne, mais ce n'était qu'un enregistrement d'un meurtre qui a eu lieu au même endroit quelques années auparavant. Harold explique qu'il sait que Reese veut juste sauver des gens, et qu'avec les informations qu'il a, ils peuvent ensemble aider les personnes avant qu'il ne soit trop tard. Reese décide alors d'essayer ce travail, puis... générique. Bon ok d'accord, il est pourri, mais à partir de l'épisode 2, il devient bien. Après qu'il a accepté le job, Harold lui montre son repère secret de super-héros, une bibliothèque abandonnée. Mais il a beau être milliardaire, c'est pas Batman quand même. Et il lui donne tout ce qu'il faut pour avoir de fausses identités et se fondre dans la masse lors de ses futures enquêtes. Il commence dès lors à espionner la prochaine victime de la liste, Diane Hansen.
Elle se trouve être procureure adjointe et semble être une victime potentielle de 2 personnes, qui sont son ancien petit ami James Wheeler et collègue de cette dernière, ainsi que Lawrence Pope, un accusé dans une affaire dont elle est chargée. Nous la suivons dans le tribunal où elle discute avec un policier qui a un lien avec cette affaire, Lionel Fosco. Alors il aura un rôle plus important dans la suite de l'épisode et encore plus dans la série. Là il est surtout considéré, comme Josh Carter d'ailleurs, comme un personnage secondaire introduit plus ou moins brièvement, en tout cas moins que Harold Finch et que John Reese. Puis elle continue d'essayer de savoir si Lawrence Pope est véritablement le coupable ou non, car elle semble avoir des doutes sur les preuves qui l'accablent. Quant à Reese, il continue de l'observer en fouillant sa maison, en piratant son téléphone et tout plein d'autres techniques du genre, et c'est à ce moment-là qu'il observe Wheeler fouiller dans le bureau de Diane, qui le place comme principal suspect. Mais comme notre justicier en costume ne fait pas les choses à moitié, il va aussi chercher le frère de Lawrence Pope, Michael, qui semble connaître la vérité sur l'affaire. Michael s'enfuit lorsque Reese l'aperçoit, mais il arrive à lui mettre son téléphone dans son sac pour pouvoir le localiser avec le GPS intégré. Il est plein de ressources, ce John Reese. Surtout quand il se rend compte qu'en fait il lui faut quelque chose pour se défendre et que du coup il va retrouver le mec con du métro qui s'avère en fait être un gangster qui a un plan pour avoir des armes et lui voler. Bon ok d'accord, dit comme ça c'est con mais dans la série ça passe. Il les récupère donc avec classe et panache, puis retrouve Michael qui est un peu dans la merde, il tente alors de le sauver. Et vous êtes cinglés! Cette fois, on est mort! Vous savez qui c'est? La police. Il comprend que des policiers corrompus sont à l'origine de tout ça, dont fait partie notamment Lionel Fosco, mais il ne sait pas quoi faire car il n'a aucune idée d'où viennent les renseignements qu'Harold Finch utilise et qu'il en a besoin d'un peu plus pour comprendre toute l'histoire. C'est alors qu'Harold lui explique comment il les obtient. En résumé, Harold Finch a créé pour le gouvernement une machine qui peut analyser plein de données, même les plus personnelles, pour pouvoir après prédire des attentats et les en empêcher. Sauf qu'en fait, cette machine pouvait tout prédire, même les crimes les plus anodins. Du coup, le gouvernement a décidé de s'occuper seulement des crimes qui sont importants, il peut y avoir de lourdes pertes humaines, des crimes classés pertinents par la machine, et Harold, face à ça, décide de s'occuper clandestinement des crimes non pertinents, en ne récupérant que les numéros de sécurité sociale pour ne pas se faire remarquer par les autorités, ces numéros qui forment du coup la liste. Reese comprend pourquoi il n'a pas plus d'infos que ça au final et continue son enquête, sauf qu'entre-temps, Lawrence Pope a été tué dans sa cellule. Au même moment, Diane a un rendez-vous avec James Steels, l'un des flics corrompus, et c'est lors de ce rendez-vous que l'on comprend que Diane est en réalité la méchante. Surprise! Et oui, les demoiselles peuvent aussi être des chefs de crime organisés. Ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Même si ça devrait être réservé à personne en fait. Parce que c'est mal. Reese se fait surprendre par Lionel, qui l'emmène voir James Steels qui l'assomme pour se retrouver dans une voiture. Elle est conduite par notre cher flic corrompu Fosco, qui se fait avoir par notre homme en costume, mais qui décide tout de même de lui proposer un rôle d'informateur, car il sait que Lionel a un bon cœur et des valeurs au fond de lui, puis il lui tire 3 balles dans le dos. Il avait un gilet pare-balles. Hein. Non, parce que sinon proposer un job à quelqu'un pour lui tirer dessus 10 secondes après, bah c'est pas rentable. Hein. C'est juste que comme ça il passe pour une victime et il n'a pas aidé Reese à s'échapper. Notre cher ami annonce à Finch que Diane n'est pas une victime mais la coupable, et que Wheeler va se faire assassiner par ses hommes demain. Reese va alors tenter de le sauver de James Steels, et il y arrive. Je vous dis pas comment, mais c'est le cas. Tout simplement parce que cette scène, elle est vachement bien, et ça me fera un peu mal au cœur de vous dire ce qui s'y passe, et surtout parce qu'il y a une musique du groupe Massive Attack, et que Massive Attack, c'est bien aussi. Nous retrouvons ensuite Diane Hansen au tribunal, en compagnie de James Wheeler qui n'a pas été tué, et lorsqu'elle demande de diffuser l'enregistrement d'un coup de téléphone du défunt Lawrence Pope pour prouver que c'est lui le coupable, elle diffuse en réalité un enregistrement d'elle-même, prouvant donc que c'est elle la coupable dans l'affaire, enregistré par Reese lorsqu'il s'est fait surprendre par Lionel. Il retrouve ce dernier dans sa voiture et lui demande de se débarrasser du corps de James Steels en échange d'avoir effacé les preuves de son implication dans l'affaire. Puis il va voir Finch pour lui dire qu'il accepte le travail, tandis qu'on voit Josh Carter interroger l'un des complices de Steels sur le fameux homme en costume, et c'est la fin du premier épisode. Alors est-ce que le premier épisode est intéressant? Assurément. Est-ce qu'il représente bien la série? Ça dépend. Cette série se présente au premier abord comme une série policière à la NCIS ou les experts, c'est-à-dire une intrigue à chaque épisode, c'est ce qu'on appelle un formula show. Une série qui est construite sur le même schéma narratif, un crime est commis, il y a une enquête et le coupable est arrêté. Mais l'atout de Person of Interest est qu'elle s'y détache d'épisode en épisode pour nous proposer un fil rouge de plus en plus imposant et important. Ce show est considéré comme l'un des meilleurs diffusés sur une grande chaîne américaine, en s'améliorant de saison en saison pour se métamorphoser. Elle passe du show procédural où chaque épisode gère un individu à sauver ou à arrêter, à une série avec une mythologie complexe, ayant une thématique encore actuelle aujourd'hui, qui est celle de la surveillance globale. De plus, il est intéressant de voir que le personnage de John Reese, n'est pas pacifiste, mais essaye de l'être.
et ça va durer jusqu'à la fin de la série. Il n'aime pas les armes à feu, mais il préfère en avoir une au cas où pour se défendre, et il fait tout pour ne tuer personne. Ça se voit avec Lionel Fusco, qui est toujours vivant, ça se voit moins avec James Steels, mais avec les autres avec qui il a pu avoir une altercation, ils sont tous vivants n'ayant reçu qu'une balle dans les jambes. Et une série qui tente de prôner la défense sans tuer personne et qui y arrive, bah ça reste un très bon point. Donc pour résumer, la série est vachement bien, déjà par son évolution, comme j'ai pu vous le dire, mais aussi parce que les personnages sont bien écrits et sont intéressants. De plus, le terme de la surveillance globale, lui, est bien amené, et ça donne envie d'en savoir plus. Donc n'hésitez pas à la regarder, ne serait-ce que le premier épisode pour voir si cela vous plaît, que ce soit en VO si vous souhaitez ou en VF parce qu'elle a de très bonnes factures. Et si jamais cette chronique vous a permis de vraiment aimer cette série, eh ben j'en suis très ravi parce qu'en fait c'est le but et ça veut dire que ça fonctionne ce que j'ai fait, donc j'en suis très content. En tout cas, merci d'avoir regardé ce premier épisode, j'espère que cela vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y en avoir beaucoup d'autres, je l'espère en tout cas, sur plein d'autres séries. Aussi à partager la vidéo, alors pas forcément pour partager mon contenu, même si, ouais, j'aime bien qu'on partage mon contenu, mais c'est que cette série, en fait, pour moi, elle n'a pas eu tout le public qu'elle méritait, et j'aimerais que ce soit le cas. Donc si jamais ma chronique peut un poil aider, en fait, à la faire plus connaître qu'avant, bah ça serait bien. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine pour un nouveau premier épisode. Salut à tous!